Bonsoir. Le théâtre est un art difficile et cruel. Je ne sais plus où est la truc, je vois pas grand-chose. Enfin, le théâtre comme je le conçois, moi, on y donne son cœur, son âme. Il y a 9 ans, ici, et oui, c'était déjà ici, à Montparnasse. Eh bien, ici, c'est un peu chez moi. Et il y a 9 ans, j'ai connu le vertige. Après avoir choisi d'aller ailleurs, j'ai donc décidé aujourd'hui d'aller plus loin. Et pour aller plus loin, j'ai demandé à Jean-Loup Dabadi, Pierre Etex, Yvon Deschamps, Bob Decou, Dominique Perrier, Félix Leclerc et les autres de m'aider. Et il va falloir que je vous donne tout. Ce soir, je vous donnerai peut-être ma vie, le rire et le reste. Marguerite et les autres. Ce soir, je voudrais dire la vérité. Bon, il y a eu depuis 2 ans Annie Girardot absente des affiches de cinéma. Bien. Oui. Auparavant, ce qu'il faut dire, c'est que vous aviez beaucoup tourné. Et voilà. Et voilà pourquoi. C'est QFD. Mais vous aviez tourné, je crois, en étant très honnête, le pire et le meilleur. Bah, c'est-à-dire qu'on a des... Moi, c'est toujours une question de cœur. Je crois à des choses. J'ai eu souvent raison avec, par exemple, La Vieille Fille ou des tas de premiers films. J'ai eu raison et tout. Mais quand je disais tel film on va le faire, même si les producteurs ne voulaient pas, même si c'était difficile, et qu'on a réussi quand même, c'est qu'à l'intérieur de ce film, il y avait quelque chose, il y avait une honnêteté, c'est-à-dire une honnêteté par rapport à moi, parce qu'on venait me demander, mais à ce moment-là, il faut envoyer l'ascenseur, c'est-à-dire qu'il faut te donner aussi une matière pour le faire. Et il se trouve que dans ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que les gens ont profité en disant on va prendre son nom, et le reste, de toute façon, on s'en fout. Et c'est là où ils ont triché, et c'est là où j'étais grugé. Mais mon élan de vouloir faire ces choses-là, je croyais au film, c'est vrai, mais il est évident que j'aurais... Et puis moi, j'ose pas demander. Je donne, et puis je dis, bon, on me donne pas, bon, ben... Alors que maintenant, je suis exigeante, je ne supporterai pas. Je dis, moi, je veux bien vous donner quelque chose parce que j'y crois, parce que je pense qu'on peut avancer. Mais si c'est pour servir votre petit commerce, non. Mais maintenant, je sais dire non. Mais on ne sait pas dire non comme ça du jour au lendemain. Ça s'apprend. Voilà. La question que je me suis posée quand vous aviez, entre guillemets, cette boulimie de films qui s'enchaînaient les uns derrière les autres, qu'est-ce qui vous faisait courir au fait de tourner? C'était des besoins, enfin, peut-être des besoins financiers, après tout, c'est tout aussi respectable. Ça n'a jamais été ça. L'angoisse de... c'est Pas quoi? du tout. C'était aussi simple que ça. C'est que j'ai grand appétit. Et il se trouve que pendant bien 10 ans de ma carrière, je veux dire, au cinéma, il est évident que, bon, j'arrivais toujours au dernier moment, on dit, oh, Girardot, c'est une bonne comédienne, bon, alors on va la foutre là, comme ça, 3 jours après le début du film. Je ne comptais pour personne, je veux dire, on n'a jamais écrit des trucs pour moi, on n'a jamais fait, mais j'étais une bonne comédienne, donc on pouvait me mettre partout. Alors j'étais habitué à ça, vous voyez. Et puis quand même, un jour, quand même, je me suis dit, quand même, j'aimerais bien un jour qu'on m'aime, qu'on fasse quelque chose pour moi, j'aimerais bien, quoi. Parce que c'était au moment de la nouvelle vague, enfin après la nouvelle vague et tout, il y avait des acteurs ou des actrices qui n'avaient jamais rien fait, et puis d'un seul coup, on leur donnait le rôle que moi, j'avais jamais eu, finalement. Et puis ça a commencé avec le louche, qui d'abord m'a prise, et brusquement, ça a été un autre passage. C'est-à-dire que je suis retournée à Épinay faire mes petits essais, parce qu'on n'a jamais rien sans rien, et je suis retournée à l'école. 67, ça. C'était en 67. Et Enfin, vous avez fait des... 66, 66, oui. Ouais. Et vous avez fait des essais pour j'ai tourner fait des Vivre essais, pour vivre. Oui. Et je me rappelle, c'était le jour de mon anniversaire, c'était un 25 octobre, et j'ai vu quelque chose d'important. J'ai vu qu'il allait se passer quelque chose. Pourquoi? Parce que comme ça, on a ces petites superstitions. Et ma date de naissance, Scorpion et tout, veut dire quelque chose, pour moi, tout au moins. Ce qui fait que je me suis dit, ces essais-là, je vais les réussir, comme j'avais réussi mon conservatoire, il y a des années avant, qui était le 25 octobre. Voilà. Et j'ai su aussi que j'attendais ma fille le 25 octobre. Donc il y a des moments heureux, il y a des moments rares qui arrivent, et ça, à ce moment-là, tu es complètement immobile, tu ne bouges plus, tu es silencieuse, parce que tu dis, ça y est, il est là. Donc, avec le louche, j'ai commencé un petit peu à exister de par moi-même, qu'on ait envie,
D'abord que cet homme me regarde avec quatre yeux, qu'il me regarde, qu'il est là, qu'il me laisse dire des trucs, il dit tiens on va rajouter ça, tu vas dire ça. Donc m'a donné confiance, m'a rempli de bonheur. Mais c'est incroyable comme vous parlez, parce que vous parlez de 66. Tout ce que vous dites, ça se passe en 66. Mais ce qu'il faut Non, dire... 67 après. 65. Oui, mais ce qu'il faut dire, Ouais. c'est que vous n'êtes pas la petite débutante en 66. Il y a derrière vous, il y a Visconti, il y a des créations à la Comédie Française, oui. il y a Cocteau, la plus grande comédienne je peux vous dire pour de le l'après-la-guerre. cinéma. Oui, on vous compare à c'est le Réjeanne. théâtre. Vous savez qu'on est très traditionnaliste, on met tout dans les tiroirs, ne serait-ce que le conservateur, on peut revenir là-dessus. Je veux dire, moi j'étais une soubrette. Alors à l'idée, quand j'ai joué avec Cocteau, justement la machine à écrire, à ce moment-là, il dit mais vous êtes fou, mais vous êtes une actrice comique, des petits bras comme ça sur les hanches, et tout, la rigolote, c'est comme Belmondo qui était au conservatoire en même temps que moi. Lui, il était le valet, alors lui, Motorito, il faisait rigoler toute la classe, mais jamais on nous prenait au sérieux. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on a réussi. C'est parce qu'ils ont été étourdis. Si on avait été déjà à l'époque ce qu'on on était aujourd'hui, mais jamais on n'aurait passé l'arrière. Parce que comme ça, tout ce qui est rigolo, tout ce qui est là, utilité, tout ça, on ne s'en méfie pas. Et c'est là l'erreur. C'est parce que le vrai truc que tu as envie, c'est pas dans quelqu'un qui est gâté, à qui on le donne, et on dit, elle va faire ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu es né pour faire quelque chose. Alors, sur le moment, on ne te voit pas, tu es transparente. Moi, j'étais transparente des années. Et tu te forges, tu es là, tu rentres, parce que la chose qui peut te permettre de rentrer, c'est justement d'être soubrette, parce qu'en plus, moi, j'adore me marrer, j'adore, je crois, aussi pouvoir faire rire, je veux dire, et puis ce sont des personnages fabuleux, mais tu as quand même aussi une direction pour aller quand même quelque chose de plus éthéré, de plus grave, mais à ce moment-là, on ne te donnait pas la possibilité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Cocteau? On dit, mais ouais, elle est folle. Et puis, total, ça marche, Cocteau, superbe. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire du cinéma, et à ce moment-là, on n'a pu donner que des rôles de garce, de méchante, de vilaine. J'ai débuté au cinéma avec Freinet, les Clés d'Or, avec une dame méchante et gentil. J'en ai eu pour 6 ans. 6 ans à m'en débarrasser, que toujours j'ai péri par le feu, par le fer, le poison, je tuais, on me tuait, j'étais en prison, j'ai eu toujours des ennuis épouvantables, jusqu'au jour où là, j'ai arrêté, et j'ai dit, écoutez, maintenant, vous m'embêtez, moi, je suis... je veux plus. Et puis est arrivé Lelouch. J'ai dit, je voudrais quelqu'un de normal, une bonne femme, je vois pas ce que ça a de péjoratif, je voudrais une dame normale, je suis pas ou Jean qui rit ou Jean qui pleure, je suis les deux, un petit peu comme tout le monde, et je voudrais avoir un rôle comme ça, c'est tout, un rôle complètement, c'était même déjà avant le cinéma vérité, j'avais envie de ça, de quelque chose, d'arrêter ces trucs qu'on vous disait, du plâtre, on vous maquillait, vous étiez rien, vous étiez une espèce d'objet, alors vous allez de là à là, et tu disais, mais... Et puis alors le texte, tout ça c'est conventionnel, alors on disait des choses bêtes, que jamais on dit dans la vie. Bon, alors il s'est fait cette transformation, d'avoir la nouvelle, et puis Lelouch. À partir du moment où j'étais Lelouch, alors là, j'ai existé. J'ai existé en tant que... Parce que Visconti, il faut bien dire aussi que c'est en France que ça a moins bien marché. Hein, toujours, parce que, oh oui, doublage mal fait, ça c'est vrai. Parlez de Rocco, là. Oui, oui. Alors ça, oui. Mais sinon, ça a plus marché internationalement que sur la France. Ça marche maintenant. Oui. Maintenant, on dit, oh, mais au fait, c'était un bon film. Oh, pas du tout. Oh, pas du tout, je m'en rappelais plus. Oui, parce qu'à ce moment-là, les gens, ils étaient axés sur autre chose. Et alors, Visconti, quand c'est le bonbon, c'était ça. Hein. Je veux dire qu'à Venise, aussi bien au Théâtre des Champs-Élysées quand je jouais l'Idiote, on est allé à la première, mais je peux vous dire, on a été sifflés. Alors bon, ça c'est des choses que je sais, ça me fait marrer. Mais... Donc ce qui fait que quand Lelouch est arrivé, après, j'ai commencé à éclore, hop, des trucs. Premier film encore de Pires, Erotissimo. Toc, toc, un truc, un machin, et paf, j'ai Caillatte. Et alors c'est ça qui a complètement scellé ça. C'est-à-dire que Bruce, oui. Pourquoi? Parce que d'abord j'étais devenu quelqu'un de tous les jours, mais là j'étais devenu quelqu'un qui s'est substitué complètement à Gabriel Russier. Et si j'ai fait le film, à ce moment-là, je ne voulais pas le faire parce que j'aime pas interpréter des personnages qui ont fictifs, qui ont existé. Et je me souviens quand Caillatte m'a dit ça, je le savais et je l'étais comme tout le monde, je n'étais pas informé, je ne savais pas. Et là, j'ai pris fait et cause pour elle. Et les gens, je vous dis, quand ils venaient me voir à la projection, ils disaient, madame, tellement il y avait cette espèce de silence que c'est ça qui est tellement beau. Et dire, mais madame Annie, je vous jure, si on l'avait su, elle ne serait pas morte, elle ne se serait pas tuée. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit, je ne veux plus faire des films qui sont de fiction, qui sont des films, je veux plus. Je veux
des choses parce que, je sais pas, j'avais trouvé ma voie, j'avais trouvé mon truc. Je crois que le public, justement, m'a donné ça. Ça, c'est son cadeau à lui. Et je me dois de le respecter et de le continuer. Voilà pourquoi l'arrêt, maintenant. Attendez, Quand je il y a fais eu- Françoise Gaillan, quand je Voilà. fais, j'ai fait donc La vieille fille, Oui, super. tout de suite après Rocco, et à ce moment, après Mourir d'aimer, je suis resté 8 mois sans tourner. Et il se trouve que là, de cette joie de pouvoir avoir des choses chouettes et tout, vous savez, moi, je vois quelque chose, je l'aime. On ne sait jamais, demain, peut-être qu'on ne sera plus là, et on sera passé à côté. Et ça a été un petit peu ce truc. C'est un truc bien, je veux le faire. Et tout de suite, maintenant. Ça, c'est la notion de maintenant. Je ne crois pas au film qu'on met des années à monter. Je vous jure que quand on arrive finalement à monter, on n'a plus d'appétit, on n'a plus envie, on ne sait même plus de qu'est-ce qu'on voulait faire. Je pense que l'ardeur, l'énergie, elle n'est efficace que lorsqu'elle va jusqu'au bout. Et maintenant, tout de suite. Voilà, il se trouve que, bon, le hasard des trucs, un film qu'on devait faire, il se fait pas, donc t'en signes un autre, à ce moment-là, il s'entrechoque. Bon, ça a fait ça pendant 1 an et demi. Mais c'était pas, j'ai pas fait des films parce que je voulais gagner de l'argent ou pas du tout, c'est parce que je voulais les faire, bordel. Parce qu'il y avait La Mandarine, parce qu'il y avait Vas-y Maman, les films avec Nicole Duburon, c'était formidable. J'ai eu Boisset, j'ai eu, qu'est-ce que j'ai eu, encore un Kayak, j'ai eu des choses pleines comme ça, et j'avais envie de les faire. Quand j'avais l'énergie, les Feux de la Chandeleur, des choses comme ça que j'aimais. Et voilà, c'est tout. Voilà comment ça s'est trouvé. Mais il y a un moment aussi où vous avez dit, je veux pas quand même passer ma vie à faire pleurer la France, il y en aura la France. Ah bah ça, c'est autre chose. Alors ça, quand on a bien établi ça, on vieillit aussi. Alors déjà, on n'a plus 20 ballets, 30 ballets, 20 et on ans, 30 dépasse ans. les 40. Je traduis. Non, voilà. Ouais. Tu les dépasses. À ce moment-là, comme déjà les gens, ils t'ont connu, ils t'ont ça. Ou alors tu retrouves quelque chose de plus fort, ce que justement je pense faire maintenant. Mais comme tu ne l'as pas, tu te dis, bon, je ne peux que végéter. C'est ce que disait Brel. Il disait, le jour où je me répéterai, où je cesserai de m'étonner, je m'arrêterai. Et ça, je peux dire, je l'ai bien connu, donc je sais que c'est vrai. Et donc, à un moment donné, je me suis... C'est pas moi qui l'ai voulu. Moi, j'ai toujours avec ma foi de faire ce rapport, de faire François de Gaillan et tout ça. Et d'un seul coup, mais c'est pas le public, ni moi, c'est les gens du cinéma qui disent, ce grande conne, on est là, film de commande pour la connasse, et puis là, la bonne mémé, ça rassure tout le monde, la bonne mémé qui est là, qui fait ci, qui fait ça, qui fait ça. Et d'un seul coup, j'en avais plus 45, j'en avais 156. Et j'ai dit, mais ils m'emmerdent ces gens-là, parce que moi je sais pas, peut-être que j'ai 45 ans, peut-être que j'ai 40 ans, peut-être que j'ai 150 ans, mais moi je les vis, moi. Et j'étais d'un seul coup classée dans cette espèce de chose qui m'ennuie. Pour moi, ça fait petite dame, et bien frisottée, avec les trucs, oh la dame mûre, tout La ça. mémère, la mémère. La mémère, la bourgeoise, l'horreur, tout ce que je déteste, alors que je vis. Jamais j'ai eu une mère fabuleuse, parce que je veux dire que jamais on a eu ce côté bourgeois, jamais on a toujours été, on était toujours à Uadia, à 3 Fonsettes, on savait plus le débarquement, les machins, la misère et tout, la joie, on s'est pété la ruche et tout. Jamais j'ai eu. Jamais. Et d'un seul coup, on me mettait dans une espèce de respectabilité. Et je me suis dit, mais que je m'ennuie. Bon, il se trouve qu'en plus, je me suis ennuyé pour d'autres raisons personnelles, dramatiques, qui ont fait que je n'avais plus la réaction de ça. J'étais complètement abattu, j'ai failli crever, c'est vrai. Et puis un jour, il y a eu un drame. J'aurais pu mourir, je ne suis pas morte, mais enfin, j'ai été quand même un peu amochée. Et depuis, j'ai eu 2 ans de... pas forcément de silence au point de vue métier, mais en tout cas dans ma vie, de me récupérer, de découvrir, redécouvrir ma liberté, de retrouver mon autonomie, ce que j'avais envie de faire, de m'éclater si j'avais envie, ou de rester, d'avoir la liberté de pouvoir aller voir ma fille quand je voulais, de ne pas avoir de problème, de ne pas me justifier, de ne pas chercher une porte qui ferme, parce que tu crains pour ta vie à toutes les minutes. C'est quelque chose qui vous abîme physiquement. J'étais gonflé, j'étais moche. Certains metteurs en scène qui vous aiment bien, hein, c'est pas du tout des gens mal intentionnés à votre égard, m'ont dit, pendant cette période-là, quand vous veniez sur un plateau, bah, c'est vrai que quand on a parallèlement une vie difficile, etc., la disponibilité s'en ressent d'autant. Et ça a certainement eu une influence quand même sur votre vie professionnelle, c'est indéniable. Non, absolument pas. Non, pas du parce tout. que de toute façon, il se trouve que je m'en référerais à un film de Kayat que je n'en ferai plus jamais, je veux dire, qui s'appelait À chacun son enfer.
Je veux dire que j'avais exactement dans la vie, exactement ce que j'ai représenté à l'écran, par rapport le thème même prévu. Et ça a été tellement loin que... vous savez, les gens, au fond, ils s'en fichent. Parce que je donnerai une anecdote par rapport au... Tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'elle a elle est heureuse, alors qu'est-ce que ça veut dire? Et bien, c'est ça qui m'a frappé. C'est qu'au moment où vraiment, et les gens le savaient, que c'était très difficile, à ce moment-là, j'avais toutes les bénédictions, c'était bien, oh, la pauvre Annie, qu'est-ce que les gens disent, quel talent elle a et tout ça. Le jour où j'ai dit, ça y est les potes, je suis bien. Ah, mais ça va plus du tout. Alors comment, elle met des choses comme ça, elle vit avec, comment, elle fait ça et tout. J'ai dit, mais merde, je suis bien. Eh ben, on n'aime pas, a priori, on n'aime pas. On n'aime pas, voilà, ça, c'est aussi. Donc, quand j'étais mal et tout, alors à ce moment-là, tu faisais des trucs parce que tu savais plus, au moins je faisais des films, je vous jure. Quand je partais le matin, je me disais, ah, je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre de réfléchir, de voir, de penser, de rien faire, de glander, de tourner, d'essayer de m'intéresser. Mais c'est comme être en prison, et puis je sortais dans la cour, vous voyez. Alors à force, la cour et tout, puis on se dit quand même, je voudrais aller plus loin, et tu ne pouvais pas. Et après, j'avais des rôles qui étaient, je vous dis, de ma mère, de bobonne, de machin, qui ne m'intéressaient plus. Et à un moment, ça a craqué. Et puis, j'ai recouvert ma liberté, mon bien-être, le bonheur de vivre, le bonheur d'être disponible. Parce que la disponibilité, finalement, je ne l'avais jamais eue. Et c'est la plus grande qualité que je puisse reconnaître à un être, c'est sa disponibilité. À tout, tout est possible. Voilà. Et puis un jour, bon, dans cette chose où j'étais bien, j'aurais pu rester bercé éternellement. Je dis plus personne venir m'embêter. Et puis un jour, il y a un petit oiseau qui arrive comme ça. Et puis il va sur ton balcon, puis il est là, puis il est là. Et puis avec ce petit oiseau, on rêve encore plus. Parce que le même chemin, il l'a fait, mais ailleurs. Et ce sont deux chemins qui se rencontrent, de baf, 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 de bang. Et puis un jour, et le fait de se rencontrer, quel est notre but? C'est pas de pleurer sur le reste, on l'a complètement oublié. Moi, j'ai plus de mémoire. Et par contre, c'est de continuer et de faire quelque chose que moi, je voulais faire depuis si longtemps que je n'avais jamais pu faire. Et finalement, lui, il n'avait pas pu le faire non plus. Et d'un seul coup, de s'associer dans un truc d'amour, et tout est mélangé, de faire quelque chose, d'essayer d'avancer ensemble. J'étais plus toute seule. Voilà. C'est beau, ça peut s'appeler un homme, une femme. Ben, exactement. Exactement. En plus, avec tous les amis que ça comporte, les gens, un élan vers quelque chose, qu'on change un petit peu, que la vie, ça passe très vite, et mais que surtout pour vous, on la n'est paix... rien, et qu'il faut se dépêcher, qu'il faut y aller, qu'il faut jouir, voilà. La paix, la sérénité aussi pour vous, peut-être. Hein. Sérénité. Ah, c'est un bonheur. Moi, je veux vous dire que maintenant, quelqu'un qui m'emmerde, c'est tout, je ne le laisse pas. J'ai dit non, parce que moi, je veux plus, on ne me touche plus. Par contre, vous voulez faire ça, on va faire ça, allez, on va s'éclater bien. Mais plus de trucs, des machins, du candidaton, des machins, je m'en tape le coquillard. Parce que c'est du temps perdu, c'est de la pellicule morte. Mais à quoi ça sert alors qu'on peut faire plein de choses? Et c'est comme ça qu'est né le spectacle. Le spectacle, eh bien, c'est un spectacle au Casino de Paris, suivi d'un spectacle au Canada. Dans les deux cas, le public boude et la critique s'avère négative. Commence alors pour Annie Girardot la traversée du désert, les trahisons et la rumeur qui atteindra sa sphère privée. En fait, on lui fait payer très cher le droit élémentaire à sa vie de femme. Bah oui, ça c'est la première, ça c'est ma première surprise. Ouais. Parce que ça a été très grave, parce que ça n'a pas été seulement extérieur ou là, c'était dans ma famille. Ça a été jusque-là. Bah forcément, la famille, qu'est-ce que tu veux? T'as beau leur dire ça, dans le journal on a mis ça, ils croiront le journal, bordel. Ils ne te croiront pas. Alors à force, les gens ils disent, ils ont raison. Tu vois, c'est pourquoi ils t'aiment plus. Alors là, d'un seul coup, t'es tout seul. T'es tout seul, les amis, les gens, les parents, tout le monde s'en va et tu dis mais tu sais, c'est comme si vous préparez, mais restez, vous resterez bien encore un petit moment, une petite coupe de champagne, le désert. Mais heureusement, on a eu des gens qui étaient là, qui sont toujours là, ou certains qui ne sont pas partis, qui étaient là. Et puis on a remonté la colline comme ça. Et puis pourquoi on l'a remonté, c'est parce que, parce qu'on a dit, on a raison. Vous a fallu du courage. On a raison, parce que même ça, qu'est-ce qu'on a été heureux. Vachement heureux. Et je vous jure, on n'a aucune, ni revanche, ni machin, on s'en fout complètement, on est heureux.
Et de voir que cette fois-ci, on est arrivé, de voir un monsieur tel que Camus te donner sa confiance, de dire écoutez, je sais que vous êtes dans la merde, mais je le fais parce que j'ai un coup de cœur, parce que je sais pas, vous m'intéressez. Bon, après, il a aussi ses angoisses, parce que tout le monde lui disait bah dites donc, hein, vous n'avez pas peur, vous. Et puis d'un seul coup, il a vu le spectacle et puis il s'est investi. Et je crois que même, je crois à lui, la première fois, que finalement, on lui demande pas seulement de payer les chèques ou de machin et tout, mais cette fois-ci, on lui demande son avis, on lui demande son cœur, qu'est-ce qu'il pense vraiment, parce qu'on a besoin de lui, parce que c'est grâce à lui qu'on le fait, et lui s'est senti complètement investi et a complètement la justification de ce qu'il voulait faire. Et ça, c'est merveilleux, de donner aux gens, d'aller jusqu'au bout, de leur donner la possibilité de faire quelque chose quand on en a envie. Monsieur Camus, c'est donc le producteur du spectacle auquel vous venez de faire allusion. A dit, il y a quand même eu un moment qui a dû être difficile. Par exemple, quand les producteurs ont dit cette phrase, vous savez, comme ils ont des raccourcis précis, bon, non, Girardot, non, elle fait plus un fauteuil, elle fait plus un centime. Bon, ça, ils le disent tout le temps. Ils ne l'ont pas dit tout le temps. François Gaillan, ils ne l'ont pas dit. Bah, à ce moment-là, non, mais je peux vous dire regardez. qu'avant, ils disaient que j'étais la bête noire. De toute façon, ça, alors, je m'en fous, complètement. Je veux dire, ça ne... De toute façon, ils disent n'importe quoi. Ils font des bêtises, en plus. Et quand il leur arrive un truc beau, c'est vraiment qu'ils n'ont pas fait attention. Parce que sinon, ils pourraient faire des trucs formidables s'ils étaient un petit peu plus intelligents. Comment vous le jugez, ce métier de producteur, ces producteurs français? Non, je veux dire, il y a des producteurs qui donnent leurs sous et il y a des producteurs qui font des affaires. Et les gens, et les producteurs, je citerai Mouchkine, Tom Seeger, Sid Berman, voilà, des producteurs qui... Des vrais. Oui, j'entends des vrais, c'est pas parce qu'il y a des moyens plus considérables que d'autres, c'est pas ça. C'est le fait que, quand on prend un monsieur comme Clément, quand on prend les filles, en fait, les films qu'ils ont faits, etc., ils sont rigoristes, ils veulent ceci, tu vas faire ça, mais c'est ça, on te donne la possibilité de le faire, et on croit aux gens, et on les aime, c'est tout. Maintenant, les producteurs, je parle des jeunes, sont des affaires. Ils s'en foutent complètement, et du metteur en scène, et des acteurs, ils s'en foutent, ils font des affaires. C'est-à-dire que maintenant, on te propose un film, et personne ne pourra me contredire, en tout cas dans ce métier, c'est qu'on dit, voilà, j'ai un tel et un tel, ça va s'appeler comme ça, et ça sort le 13 décembre. Arrange ton col, il n'y a pas de sujet, il n'y a rien du tout, rien du tout. Alors, justement, les autres producteurs, c'est que le sujet, c'était un non, c'était hop, on recommence, non, ça va pas, etc. Un boulot, ça ne se construit pas, ça ne s'invente pas et ça ne s'improvise pas. Voilà, c'est ça de quoi on crève. Alors à ce moment-là, il y a un truc à la mode, hop, ça y est, t'es à la sauce moutarde, c'est le ketchup, hop, du ketchup. Et toi, qui es bon, quelqu'un de un peu traditionnel, qui est bon, une direction, jamais te donner la possibilité de faire un film, ces abrutis. Ils auraient pu avoir l'idée de dire, bah tiens, justement, Annie, justement, elle est comme ça. Vous voyez, les bons producteurs, Annie, elle est dans ce truc-là, c'est justement là qu'on va miser sur elle. Si on parlait du troisième souffle, Marguerite et les autres, Théâtre Montparnasse, dès le 19, la première, un one-woman show. Attendez, monsieur Oui, Lang si on n'aimerait veut. pas que je dise ça, il faut dire en français. Comment on peut traduire ça? Une Mais femme non. seule sur une scène avec des textes. Non, il y a une traduction qui est une vie sans entracte. Une vie sans entracte. Voilà. Ouais. Alors, comme support, des textes. D'abord, une base, c'est-à-dire le départ, c'est quand même Madame Marguerite. Oui. Qui m'a donné l'idée, parce que ça remonte à 9 ans, et vous voyez que c'est pas d'aujourd'hui que je veux faire ça. Je savais pas encore trop la direction, j'avais pas le matériel, je savais pas encore. Il a fallu que je passe tout mon tunnel pour le savoir vraiment maintenant. Et donc, bien sûr qu'il y aura Madame Marguerite, Marguerite et les autres. Pourquoi les autres? Parce que, évidemment, il y a eu Cocteau. Il y a eu plein de choses que j'ai fait dans ma vie. Il y a eu aussi, il y aura Pigalle, Pigalle qui est le début du spectacle, qui est mon Pigalle, un quartier détruit de Paris, etc. Et puis, quand même, Rue Blanche, une petite fille timide. C'est le début. Petite fille timide. Après, il y aura un texte de Pierre Etex qui s'appelle Plein. Dites pas tout, hein, quand même. Les textes, plein. tendres, agressifs. Non, je vous le dis comme ça en deux temps. Il y a plein, c'est-à-dire que j'aurais voulu l'écrire, j'aurais pas jamais pu faire ça. C'est-à-dire c'est plein les bottes, plein les draps, plein les bras, plein le dos, plein le cul, plein d'amour, plein d'espoir. Plein soleil, plein feu, plein d'émirettes, plein d'illusions, plein de la vue, plein de remords, plein comme un œuf, plein. Plein de boulot, plein de tubes, plein de gaz, plein d'idées, plein la tête, plein d'énergie, plein d'allant, plein de temps, plein d'ardeur,
plein d'audace, plein de pouvoir, plein de vide, plein de merde. Plein comme un œuf, plein. Plein d'amis, plein d'affection, plein de sollicitude, plein de reconnaissance, plein de respect, plein de bon sens, plein d'humour, plein de malice, plein de sous-entendus, plein de contradictions, plein de reproches, plein la poire, plein comme un œuf, plein. Plein de gens, plein de monde, plein la panse, plein de soupe, plein les poches, plein de tarifs, plein de super, plein de vide, plein le cul. Plein comme un œuf, plein. Et pourtant, expliquez-moi ça. Pleine de confiance. Pleine comme un œuf. Et quel œuf? Plein. Donc ça veut dire, c'est toute ta vie, mais c'est pas seulement la mienne, c'est celle de tout le monde. C'est une accumulation de choses que tu as eues comme ça dans ta vie. Tu as eu ça, tu as eu ça, tu as eu ça, t'as arrêté cabossé, mais tu y crois encore. Je pense que c'est complètement l'analyse du spectacle. Et voilà, j'arrive de là et je suis là au moment présent, avec tous mes bagages, c'est là, ok. Voilà, c'est ça, il y aura bon, un retour à Cocteau, des tas de choses, un sketch d'Yvon Deschamps, un Québécois, qui s'appelle Le Fœtus. Il y aura encore un texte d'Abadi, qui a écrit donc Madame Marguerite, et qui m'a écrit un texte fabuleux, qui traite de la vieillesse et de la mort, qui s'appelle Elle le sait. Et puis, il y aura une petite chanson de Roméo Carles, qui est La petite boutique. Et à ce moment, on arrivera encore à un texte de Pierre Etex, qui est Une lettre à Medrano. 2 heures de spectacle. Hein. Normalement, c'était fait pour 1h30. Je crois qu'on va arriver à 2h moins le quart. Non, il ne faut pas aller trop loin quand même. Et puis, il y aura aussi Chaval. Chaval est représenté. Les oiseaux sont des cons. Qu'est-ce que c'est con, les oiseaux? Mais qui sont cons, les pauvres petits? Bon, bref. Et puis, on arrivera à des chansons, mais des chansons de... C'est pas... La musique est très, très importante et prépondérante dans le spectacle. Elle n'est pas accompagnateur, elle est complètement partenaire. Complètement. Elle participe complètement. Et la musique est très importante. Et puis il y aura Madame Marguerite, et puis voilà, puis je sais pas, plein de choses. L'enjeu est formidable et très important. Dans quel état d'esprit vous êtes là en ce moment? Eh ben, c'est quand même curieux, c'est que, bien sûr, j'ai peur. Mais j'ai une espèce de calme et de bonheur, de jouissance, de me dire, mon Dieu, j'ai des textes comme ça à dire, j'ai même rien à faire, je peux rester chez moi, tellement c'est fort. C'est fort, en plus, moi, ça m'habite, ça me porte. Je me dis, mais moi, je suis affolé, j'ai pas peur. Enfin, j'ai peur, bien sûr, qu'au moment d'y aller, il va falloir y aller, c'est l'horreur. Et en même temps, en plus, on travaillait la musique hier, je veux dire, comment c'est très simple, c'est une émotion, c'est que tu restes sans voix, mais tu as envie de dire les choses, je crois que personne ne peut même rien dire, parce que c'est tellement évident. Et puis aussi, il y a aussi un truc de trapèze aussi qui m'aide. C'est-à-dire que j'ai tellement peur de ça, parce que j'ai tellement de vertige, que je suis tellement nubilé par ce trapèze, que j'ai peur de ne pas réussir, que par rapport à ça, à cette peur du vide, le reste me semble enfantin. J'ai encore une question à vous poser avant qu'on passe au film qu'on va voir. Vous m'aviez dit lors de notre dernière interview, il y a 2 ou 3 ans, je ne me souviens plus, vous m'aviez dit « J'ai passé ma vie à aménager des maisons et quand elles étaient prêtes, il n'y avait personne à mettre dedans. Ouais. » Ça m'avait beaucoup touché, ça. Ouais. Bah, les maisons, j'en ai partout. Je suis une folle, j'achète des maisons partout. Moi, j'aime tellement les maisons. La maison. Et puis, maintenant, ma maison, j'ai trouvé. J'ai trouvé déjà depuis, je vous dis maintenant, 3 ans, 4 ans. Elle est habitée. Oui, c'est-à-dire que maintenant, elle s'est déplacée. C'est-à-dire qu'elle n'est plus telle rue, mais elle est à l'autre, mais c'est toujours la même maison. La maison, elle est trouvée, elle est là, le nid, il est là. Il y a quelqu'un à mettre dedans. Ah, mais on y est bien, je veux dire, tout le monde peut venir. Enfin, on est bien, on est chez soi. Ça y est, j'ai trouvé, je suis arrivé. On va voir un film, Annie, La clé sous la porte, Oui. Boisset, avec quelqu'un que j'aimais beaucoup et que vous aimiez beaucoup, Patrick Devers. Oui. C'est une... Ben c'est voilà, une- je m'associe un petit peu à lui, je veux dire, dans
dans ce qu'il a enduré. Je veux dire que... Vous savez, quand il a eu ce truc, bon, bien sûr qu'il a eu tort, il l'a reconnu lui-même. Et c'est marrant parce que... Ça va garer avec le journaliste, là. Oui. Ouais, et il était passé à la télé, je me rappellerai toujours, je l'ai embrassé à vie. Quand il a dit, j'aurais pas dû lui taper dessus, j'aurais dû le disputer, le gronder. Il avait 5 ans et demi, celui-là. 5 ans et demi de beauté, d'innocence, de demande de quelque chose, et rien. Et je peux vous dire que ça a été l'horreur. Comment il a... Alors je peux vous dire, c'est vrai. Ce qu'il a connu, comment les gens... Je me rappelle, il y a, dans un journal, un mois avant qu'il meure, il avait passé à la télé, je sais plus, il faisait un film, et alors à la télé était venu, bon, alors qu'il avait... On avait interdit de tout. On ne parlait pas de lui dans les journaux, même il était star d'un film, on parlait de tout le monde, même de la femme de ménage, mais on ne parlait pas de lui. Et un jour, bon, il a tout ça, et on voit dans l'article, mais vraiment un mois et demi, peut-être avant qu'il meure, un monsieur dit, oui, écoutez, c'est même plus la peine de le mettre en quarantaine, parce que monsieur Devers est mort. Il est déjà mort, en disant que c'était minable et tout. Voilà. Je veux dire, ce type n'a pas eu jusqu'au dernier moment aucun secours. Il a été paumé, vraiment. Et quand je disais qu'on peut mourir de manque d'amour, c'est vrai. Voilà. Parce qu'il l'aimait, la vie. Je peux te le dire.